Dans ce nouvel épisode du podcast Plus de 112, on reçoit une athlète au parcours atypique et qui a représenté le Maroc au plus haut niveau du judo. Asma Niang, multimédaillée de ce sport au niveau mondial. Allô Asma, comment tu vas? Salut, ça va? Ouais, très bien, c'est un vrai plaisir de te recevoir, c'est trop cool que tu aies accepté l'invitation. Avec un grand plaisir. Alors déjà, je voulais te dire un truc en préparant le podcast, il y a quelque chose qui me titillait. J'ai remarqué que ton prénom était écrit différemment à chaque fois. Je lis dans des articles ou des interviews Asma avec un A, Asma avec deux A. J'ai même vu deux S, deux A. Sur le site de ta structure, je trouve deux orthographes différentes. Sur l'un de tes kimonos, c'est avec deux A. Je me dis que je vais voir sur Instagram, bon, c'est toi qui le gères. Comme ça, au moins, j'en aurai le cœur net. Sauf qu'encore une fois, je trouve ton nom écrit de deux manières. Alors maintenant, c'est l'occasion pour moi de te le demander, une bonne fois pour toutes. Comment s'écrit ton prénom, Asma? Alors, en réalité, j'ai l'impression que maintenant que tu me le dis, je pense que mon prénom, il est à l'image de ce que je suis multiculturelle. Et en fait, il y a le asthma sénégalais, il y a le asthma marocain, il y a le asthma français. Chacun prononce comme il veut. Et en fait, en réalité, j'ai l'impression que j'ai accepté. Enfin, mon prénom, moi, de base, c'est ASM2A. Ouais. Sauf que, bon, en arrivant en France, c'était compliqué pour eux. Donc, ils aimaient bien mettre un seul A. De A, pour eux, c'est très compliqué. Donc, moi, j'ai accepté parce que c'était plus facile pour eux. J'ai dit, OK, si c'est facile, donc je les ai faire. Je sais que en compétition de judo, je ne sais pas pourquoi pour eux le asthma ça donnait asthma, donc ça fait asthmatique. Donc de mettre de S, de prononcer pour eux quand ils disent pour m'annoncer dans le tatami tout ça, ils disent asthma avec deux S et c'est plus simple pour eux. Je me suis pas pris la tête, j'ai fait allez-y, choisissez. Et je pense aussi que le asthma avec un E, bah, en Maroc ils l'écrivent avec asthma, donc il y a un E. Et donc du coup c'est s'écrit aussi avec un E. Donc en fait, finalement, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'a pas beaucoup dérangé. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai accepté ben, voilà, qu'il est international de partout, mon prénom, et de comment il doit être prononcé. Donc voilà. En réalité, c'est ASM2A. Avec le fameux accent circonflexe ou pas du tout? Bon, j'en ai jamais mis, donc Au moins là, je sais. Mais merci. Donc, on va revenir petit à petit, on va faire ton parcours chronologiquement et on va partir de l'enfance carrément. Donc, tu es né à Mohammedia. Tu passes la première partie de ton enfance entre Rabat et Casa. Quels sont tes souvenirs sur cette période-là en tant que jeune fille qui vit dans un Maroc des années 80-90? voilà, mes souvenirs. Bah, moi, je suis déjà née à Mohammedia. Donc un papa diplomate, donc j'ai passé pas beaucoup de temps à Mohammedia. Je suis juste née, hein, j'ai aucun souvenir de Mohammedia parce que je suis partie très petite vers Rabat. J'ai vécu à Rabat très très longtemps et donc voilà de Rabat après la France. Mais les souvenirs les souvenirs du Maroc quoi. Hein, j'en ai plein, hein, beaucoup de souvenirs. C'était vraiment, il y a eu un moment, on était à Rabat, à un moment donné, on était à Salé, l'ancien Salé, hein, qui est pas du tout comme ça Mhm. maintenant. Et donc voilà, à chaque fois maintenant que j'y retourne, j'ai des souvenirs qui reviennent. Donc voilà, scolarisé, dans des écoles. Donc voilà, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 11-12 ans, on va dire. Puis après, je suis venue rejoindre ma mère, voilà, fin 93-94. Et donc, tu es resté suffisamment longtemps pour avoir quelques souvenirs, quoi. Voilà, bah oui, et puis surtout que je ne parlais pas français. Hein. Ouais. Donc voilà, mon père, voilà, très anglophone et arabophone, donc arabophone surtout. Donc je suis arrivée en France, je ne parlais pas du tout français. J'ai dû apprendre la langue de Molière vraiment très très tard en fait, très très tard. Et sachant que le français, c'est une langue très très difficile à apprendre. Mm. Donc voilà, je suis arrivée à Noisy-le-Grand et d'ailleurs je suis toujours dans cette ville. Ouais, C'est ma j'ai ville, vu. vraiment, vraiment ma ville de cœur où j'ai voulu rester. Ouais, donc voilà, j'étais dans une école francophone. Une école francophone où je devais apprendre le français. Il y avait dans ma classe des Portugais. À chaque fois, je dis ça, je dis pourquoi j'aime Paris me tient beaucoup à cœur. Quoi, et surtout la banlieue de Paris, parce que quand on grandit dans la banlieue de Paris, étant immigré, et puis d'arriver voilà, dans une autre culture, tout ça, j'ai l'impression que je connais le monde entier bien avant avoir voyagé. Mm. Moi, j'ai côtoyé des Portugais, j'ai côtoyé des Tamouls, j'ai côtoyé des Chinois, j'ai côtoyé des Vietnamiens, j'ai côtoyé des Japonais. J'ai côtoyé le monde entier et c'est ça la magie aussi de la France et de Paris surtout. Ouais. Parce que on vit avec plusieurs cultures en fait et on s'ouvre au monde. Moi, j'allais prendre le goûter chez mon ami Tamoul.
Donc j'ai grandi un peu en connaissant les Tamouls, j'ai grandi en connaissant les Pakistanais, les Africains subsahariens, bah, j'ai grandi avec aussi, enfin, les Congolais, Camerounais, les îles. Enfin, j'ai l'impression que tu connais le monde entier bien avant d'avoir voyagé. Et ça, c'est vraiment très magique pour moi. Comme tu viens de le dire, tu es issu du coup d'un mariage mixte, d'une mère marocaine et d'un père diplomate sénégalais. J'aimerais juste savoir déjà comment tu vivais ça à la maison, comment les deux cultures en fait se rencontraient. Vous parliez quelle langue? Là, tu viens de dire que ton papa parlait anglais et arabe, j'imagine ta mère arabe, mais j'aimerais juste savoir comment en fait les deux cultures se rencontraient. Bah après, bon, après moi, c'était un petit peu plus. J'ai pas vraiment connu mes parents ensemble parce ils ont divorcé quand j'étais très très jeune. Ouais. On va dire, mon père, il était au Sénégal, il était au Maroc en fait. Après, bon, bah voilà, on s'est bien adapté à cette période là-bas, vu avec le travail de mon père. Mais après, ma mère, elle est partie lorsque j'avais 1 an en France et après, j'ai parti la rejoindre quand j'avais 12 ans. Donc, j'ai pas vu vraiment la culture. Ok. J'ai pas vraiment vu cette culture-là ensemble, les deux. Du coup, au Maroc, j'imagine que tu étais dans une école marocaine ou française? Non, 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 une école marocaine. Ok, d'accord. Mais parce que j'ai cru comprendre, après j'ai lu des choses par-ci par-là, j'ai cru comprendre qu'à un moment, tu étais dans une école anglophone. J'ai pas bien saisi. Oui, parce que forcément, oui, oui, il y a une petite partie là, parce que quand je suis arrivée, je parlais plus, on va dire, j'avais plus de facilité à l'anglais, parce que sachant que l'anglais, c'est une langue où, voilà, très simple, hein, on va dire, c'est vraiment la langue où tout le monde parle plus simple, enfin voilà, que le français, c'était peut-être complexe, et puis voilà, j'étais un peu plus dans ce cursus, donc quand je suis arrivée, j'arrivais plus, c'est pour ça que c'était drôle, parce que quand je suis arrivée dans l'école francophone, il y avait beaucoup d'Indiens, donc je Ouais, pouvais avoir des potes parce qu'eux, ils sont anglophones. ouais. Et donc, du coup, l'immigration indienne, quand ils arrivaient, enfin, ils mettaient leurs enfants dans des écoles francophones, bah forcément, moi, j'étais pote beaucoup avec les Indiens parce qu'ils parlaient anglais et j'arrivais mieux à jouer avec eux quand j'étais petite, quand on Ouais. avait l'anglais entre nous. Et voilà, donc on apprenait le français ensemble et donc, du coup, c'était cool. Là, tu me l'as dit, là, donc tu arrives en France à 12 ans sans parler français, du coup, tu te dis quoi à ce moment-là? En fait, j'aimerais bien savoir comment tu perçois ce nouvel environnement dans lequel tu n'avais jamais vécu avant et dans lequel tu as du mal à échanger avec les enfants de ton âge au début, à part bien sûr les anglophones, mais comment tu perçois cet environnement au début, à ton arrivée? Bah forcément, on arrive dans une culture complètement différente. Voilà, j'arrive en France. Moi, enfin, déjà, il fallait que je découvre un peu parce que je découvrais ma mère aussi. Hein. Donc Ouais, voilà, alors là, c'est ma maman, de m'adapter en fait à un environnement que je connaissais pas trop. Après, ce qui est magique quand on est, enfin, les enfants, c'est quelque chose qui est magique chez les enfants. Bon, après, je serais arrivée adulte, c'est peut-être plus compliqué, mais bon, les enfants, on discute pas trop, nous. Les enfants, on joue on joue, ouais. ensemble, hein. On fait pas de thèse entre nous, quoi. On fait pas de débat. Donc, les enfants, voilà, t'as un ballon, puis moi, je sais que j'avais un talent pour le sport. En fait, j'étais la première qu'on choisissait dans une équipe de foot, j'étais la première qu'on choisissait dans un relais. Donc, j'étais un peu la star du sport. Donc, toujours, quand on est bon quelque part dans le sport, donc j'avais plein de potes, forcément. Et j'avais ce talent-là. Et du coup, ben, j'avais pas besoin de la langue, n'était pas une barrière, puisqu'il y avait on va dire le corps qui parlait à ma place. En fait, c'était l'expression du corps et c'était le sport. Et donc, du coup, ça me mettait en confiance et je pense que c'est ce qui m'a sauvée et de m'intégrer vite parce que bah, j'ai senti un peu ma place grâce à ça. Mm. Et du coup, bah, comme on se sent en confiance, bah, forcément, la langue, elle vient vite. Ouais. Juste 1 an après, je suis partie dans un cursus normal et c'est là où la difficulté est arrivée. C'était mortel. Du coup, cette intégration par le sport dont tu parles, t'a carrément amené à devenir championne en heptathlon UNSS, donc niveau scolaire, et championne de France de handball en moins de 18. Donc là, bon, ça fait un moment que tu es en France. Comment ça a évolué ton rapport à ton pays d'accueil, dans le sens où, par rapport au début, à ton arrivée en France, tu te sentais dans ton élément, ou il y avait quand même des choses, des personnes qui te manquaient au Maroc, ou c'est bon, tu étais comme un poisson dans l'eau une fois vraiment intégré en France 6 ans après ton arrivée? Non, j'étais comme un poisson dans l'eau. Je me suis sentie bien tout de suite, déjà dans l'année que j'ai passée dans l'école francophone, Ouais, Noisy-Grand aussi. Et puis derrière, la difficulté que j'ai eue réellement, c'était au bout d'1 an, en fait, ils ont peut-être vu que j'avais progressé en français, mais c'était peut-être pas assez. Donc je suis partie directement en classe normale, quoi, en 5 sixième, enfin 5e, directement en fait. ouais. Et c'est là où je me suis pris une claque parce que bah, je comprenais rien Mm. que j'arrivais en cours avec tout le monde, voilà, tout le monde parlait français, enfin,
leur langue maternelle, quoi. Ouais. Et moi, je suis arrivée là-dedans, donc forcément des moqueries. Bon, après, voilà, les gens, ils connaissaient un peu. Donc c'était difficile, c'était très, très, très difficile, cette période-là, parce qu'il fallait que je m'accroche. J'essaie de comprendre déjà ce que les profs disaient et Ouais. que dans les devoirs, donc je ramais. C'est très bien que la langue française, elle est difficile, quoi. Donc bon, après, dans les maths, enfin, tout ce qui n'y avait pas de lettres, ça va. Mm. Donc maths, tout ça, voilà, langue et tout ça. Mais bon, après, tout le reste, j'ai appris le PS. Moi, j'attendais avec impatience que le PS arrive, Ouais. où je me sens un peu plus respirer, quoi, parce que les autres cours, c'était au secours, quoi, c'était dur. Donc c'était forcément pas vraiment des mauvaises notes, pas parce que j'étais cancre, c'est parce que j'avais du mal, quoi, en Ouais. fait, tout de suite. Ils ont vu que je pouvais accéder, et puis c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas réussi à aller en sport-études. Donc là, tu as pu surmonter petit à petit, notamment via le sport, disons le décalage que tu avais avec le reste des camarades, en fait. Donc globalement, tout se passe bien jusqu'ici. J'ai dit tout à l'heure que tu étais championne de France -18. Ton niveau hand te fait en fait envisager carrément d'aller en fait en sport-études, donc vraiment sportif de haut niveau et de consacrer complètement à ça, à ta passion. Et là, coup dur. Est-ce que tu peux nous parler exactement de ce qui s'est passé au moment où tu envisages le hand et ça se passe pas comme prévu? En fait, j'avais pris deux options. C'était l'athlétisme, Ouais. de partir en athlète, tout ça, parce que j'avais vraiment un don, hein. J'étais vraiment très, très bonne et je suis humble de le dire, mais en réalité, j'étais vraiment faite pour ça, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore athlète de niveau à mon âge. Ouais. Mais à l'époque, maintenant, ça a un peu changé, mais j'espère, hein, c'est pas encore assez. L'éducation nationale fait que quand on prend en fait un peu une voie sport-études, il faut qu'il y ait une note qui soit très élevée Mm. pour que l'athlète puisse être. Alors que moi, je trouve que c'est un peu une bêtise parce que en fait, je trouve que les élèves, tout le monde a un talent dans Mm. quelque chose. Et en fait, de pousser l'élève dans son talent, bah, il va être bon dans le reste. C'est ce qui m'est arrivé en plus. Ouais. Vraiment, un an, je me sentais bien, donc j'étais bonne dans le reste. Et sauf que là, en fait, on voit pas l'historique de la personne, on n'essaie pas d'individualiser tout de suite, ça va être tout de suite échec scolaire. En plus, on te dit tu vas en professionnel, donc ça veut dire qu'on met en échec le professionnel. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. C'est-à-dire, t'es en échec scolaire, t'es pas bon, donc vaut mieux pour toi que tu ailles au professionnel. Donc bon, moi, du coup, je me suis dit que le professionnel, c'était pour les gens ratés, quoi. Alors que c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, c'est les gens qui travaillent plus que le reste, quand même, avec des masters, mais bon, avec un BTS ou un bac pro, des fois, tu t'en sors beaucoup plus. Et c'est des métiers honorables, en fait. Et en fait, on les cassait à l'époque. Donc, j'espère que ça change. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait donné une grande claque. Et du coup, mon rêve, il était un petit peu. Parce que moi, ça a toujours été les Jeux Olympiques. Moi, je rêve ça, d'avoir une carrière athlète depuis très petite. Je savais. En fait, ce qui est fou, c'est que depuis que je suis petite, je savais où j'allais. C'est-à-dire que moi, j'étais toujours focus sur ça. C'est que je vais avoir une. En fait, moi, c'est simple, j'ai toujours eu l'envie de mener une vie exceptionnelle. J'ai toujours eu ça dans le sens où voilà, dès que j'étais petite, je voulais être un super-héros. Voilà, pas comme tout le monde. Donc voilà, c'était voilà, super-héros, un truc exceptionnel. À chaque fois, je me disais, ouais, il faut que je fasse quelque chose d'exceptionnel. Tout le temps, même très petite, hein. Et j'avais toujours eu ce truc, c'est fou, qui m'a jamais sorti de la tête. Et donc, du coup, je me suis dit, bah voilà, ils vont m'accepter quand même et tout. Donc, mais je m'étais battue, et puis j'avais pas assez, j'avais un peu plus que la moyenne. Je me suis battue pour ça. Finalement, pour me dire non, c'est pas assez. Donc, je ne peux ni accéder à un athlète ni au hand. Et en plus, dans mon équipe, il y avait une fille qui était en équipe de France, Ouais. qui a réussi à faire les Jeux et tout ça, Nina Conto. Donc, je suis championne de France avec elle. Elle part toutes mes copines sauf moi. Donc, c'est vraiment terrible, quoi. C'est vraiment un coup dur pour moi. Donc, beaucoup, beaucoup de tristesse. Et ma mère, elle était dans l'hôtellerie depuis très longtemps, la cuisine et tout. Puis elle me dit, ouais, tu sais quoi, ma fille, les Français, ils aiment bien manger, la cuisine gastronomique, ça marche bien. C'est un bon métier honorable et tout. Tu devrais faire un BEP-CAP Bac Pro Cuisine. Ouais. Donc, des études de cuisine, gastronomie. Ouais, c'est pas ça que je voulais faire, quoi. Mais bon, apparemment, c'est ce que je devais faire. Donc, j'ai un peu accepté. En plus, j'ai fait contrat de calibre, donc je travaillais. Donc, vraiment, une semaine à l'école, une semaine en Ouais. entreprise. Voilà, tu vois, mes rêves. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que dans ma tête, j'étais persuadée que si j'acceptais ça tout de suite, parce que je n'avais pas le choix, c'est ce qui va me permettre, très mature tout de suite, j'avais capté ce truc-là, que c'était pas ce que j'allais faire tout le temps. J'avais accepté de le faire, mais je savais très bien que ça allait durer 4 ans, c'est pour faire plaisir à maman,
tout ça, ok, vous voulez pas de moi, mais inquiétez pas, je vais revenir. Et je pense que j'avais pas laissé tomber. Je pense que si à l'époque je me suis dit c'est mort, je fais ça, je pense qu'aujourd'hui je serais pas, il n'y a pas eu cette histoire. Mais je me suis dit, allez, tu vas te taper ça pendant 3 4 ans, tu vas avoir ton bac pro, souffre bien un bon coup, mais c'est pas grave, mais après ça va aller. Et finalement, j'ai quand même apprécié ce que je faisais. C'est pour ça que je trouve ça magique. C'est vraiment un truc que je conseille tout le temps. Des fois, en fait, même si on est éloigné des rêves, des objectifs, de pouvoir faire autre chose qui est complètement éloigné de notre objectif et de réussir à trouver de l'amour dans ce qu'on fait. Donc moi, tout de suite, hein, compétitrice dans l'âme, je faisais des concours de cuisine, je trouvais des trucs là-bas farfelus pour rendre le métier plus... Pour que je sois heureuse quoi, dans ce que je fais. J'ai inventé, dès qu'il y avait des concours, genre, je sais pas, des concours de trucs, il y avait un concours de sauce Kikkoman, je m'inscrivais au concours, il fallait qu'il y ait toujours quelque chose qui me Ça stimulait, stimule, quoi. Donc, ouais. Ouais, ouais. quand j'avais eu mon BPCAP Bac Pro, à fond, il fallait que je le fasse le truc à fond, quoi. Et même, fallait que je fasse les trucs à fond. Et mais ben, j'avais toujours un petit rêve, je me souviens, j'étais en cuisine, j'avais toujours la petite bulle, là, c'est pour l'imager, où je rêvais que j'allais pas avoir cette vie-là. Et du coup, là, comme tu le dis, du coup, tu te tournes vers un bac pro pendant 3 4 ans. Tu fais ça pendant 3 4 ans. Tu souffres un peu, comme tu dis, mais toujours avec cette passion pour le sport derrière. Mais le truc, c'est que en temps normal, les chances de devenir athlète haut niveau s'estompent au fur et à mesure que le temps passe. On sait que la formation commence dès le très jeune âge. Et toi, tu as 20 ans à ce moment-là. Et tu ne nous as toujours pas parlé de judo. À quel moment tu découvres ce sport au juste? Dingue, hein, c'est dingue. Et en plus, bon, par rapport à ton podcast de la culture, plusieurs cultures, moi j'aime bien aussi rajouter un truc par rapport à la cuisine. Ouais, Sachant que bah, ça m'a fait découvrir aussi la France, oui, tout simplement. Et c'est une richesse parce que la France, la gastronomie française, elle est connue dans le monde entier. Et là, je découvre vraiment le terroir, la France, en fait. Je travaille vraiment avec des Français, de cultures différentes, de préparer le foie gras, des choses comme ça, d'être vraiment dans une chef brigade où tu découvres vraiment les saveurs de la France, de cette ambiance de la culture française, en fait. ouais, ouais, Donc, ouais. j'ai appris beaucoup de choses de la France en étant en cuisine. Je trouvais ça un peu magique parce que bah, jusqu'à aujourd'hui, hein, je sais cuisiner, donc c'est top. J'ai découvert un peu aussi à travers les 4 ans de formation la France, en fait, tout simplement. Et après, je me suis brûlée, une grosse brûlure. Et je pense c'est ce qui m'a fait enlever ma veste de cuisine. Et je pense que ça devait être le destin, hein. Je l'ai enlevé et ça m'a donné une raison de l'enlever. Donc, je suis restée un peu 1 an, voilà, blessée. Voilà, j'ai poussé le truc parce que je voulais pas retourner forcément. Et j'avais un ami, en fait, je faisais plus trop de sport, juste comme ça. Et j'avais un ami qui faisait, son petit frère faisait du judo. Mhm. Et je devais le chercher, le voir au judo. Et donc je suis rentrée dans un dojo par pur hasard. Moi, le judo, je n'y connaissais vraiment rien. Je disais toujours que c'est des gens en pyjama. Et quand tu rentres dans un dojo, ça sent pas très bon. Ouais, Voilà, c'est la seule sensation que j'avais, comme si tu sentais des gants de boxe qui sont ouais. là depuis 2 semaines. Je rentre dans un dojo et puis je vois un entraîneur et tout, puis il me dit ouais, ce serait bien que tu essayes et tout, juste comme ça, voilà, le destin, quoi. Et puis il me fait essayer le kimono et puis là, je dis pas le coup de foudre, pas du tout, c'est pas dans le coup de foudre du judo, je mentirais à ce moment-là. Le kimono, je n'étais pas à l'aise dedans, enfin, je me sentais vraiment comme dans un pyjama, il fallait tout le temps s'habiller, puis des gens qui te collent les pieds sur ta tête, enfin, c'était pas le truc, le sport. Mais je me souviens de ce qu'il m'avait dit. Il me dit, ah, tu as vraiment un sacré physique, tu serais forte dans ce sport. Et là, je peux t'assurer que t'es fort dans ce sport, ah, j'ai vu des anneaux chez lui. Non, je dis ça, mais j'ai vu quelque chose. Il m'avait fait c'est comme le Merlin, l'enchanteur, qui te dit quelque chose et Ouais. c'était je dirais pas ce sport-là spécialement, mais c'est juste le fait qu'ils me disent que j'étais forte quelque part dans un sport. Ça aurait pu peut-être être, ça pouvait être même le curling, peut-être, on sait rien. Tu vois, aujourd'hui, je dis ça, mais ça pouvait être ce sport-là. Tant que c'est une discipline olympique. Ouais, voilà, exactement. Et donc, du coup, ben voilà, il m'a vu tous les jours. Là, la grosse histoire commence, en fait. Et du coup, voilà, et c'était parti hein, complètement dans l'aventure du judo. Sauf que, bon, bah, à un moment donné, enfin, je pouvais pas, hein, je venais de commencer, il fallait bien que je fasse quelque chose de ma vie. Est-ce que je continuais la cuisine? Donc, j'avais fait un BE métier de la forme à l'époque. Et puis, derrière, en fait, c'est pas que je n'y croyais plus, je me suis dit,
est-ce que bah, tout le monde, c'est forcément des gens entourage, tu sais, à 20 ans, tu commences un sport, rêve pas des jeux, quoi, ça Mm, n'existe pas. mm, Une histoire comme ça, c'est compliqué, quoi. Parce qu'il y a eu une athlète, j'avais entendu une athlète qui avait fait ça, et encore, c'était compliqué. J'avais pas beaucoup d'exemples tant que ça pour me dire que c'est possible, en fait. mm. Et en fait, le destin fait qu'un jour, je courais à côté du dojo, et j'ai un major qui court à côté de moi, un pompier de Paris et un sapeur-pompier de Paris. Et puis, il me dit, ah, t'es à la RAFITE. Bon, il me parle. Et puis, il me dit, ça y est, on a ouvert aux femmes. Parce Ouais. que c'est venu en 2003, ils ont ouvert aux femmes. Moi, je rentre en 2005. Il me dit, voilà, on a ouvert aux femmes. Je lui dis, ouais, le métier consiste à quoi? Il me dit, bah, sauver des vies et faire du sport. Alors, moi, je voulais être une super-héros, tu te souviens? Alors, moi, j'ai dit, attends, moi, je voulais être super-héros de base. Si c'est pas les jeux, bah, je serais une super-héros. Je ferais un truc qu'aucune nana a fait, enfin, un métier exceptionnel. Je ferais ma vie et quelque chose d'exceptionnel. Je vais faire ça. Et je m'inscris directement à l'armée de terre parce que c'est militaire. Mm. Bon, je n'ai même pas réfléchi, je me suis juste inscrit, les tests, je les ai passés haut la main, enfin, je les avais impressionnés, je me souviens, ils m'ont fait rentrer direct. Le premier contingent en 2000, enfin, il y avait déjà des femmes qui sont rentrées, mais je suis rentrée 2 ans, 3 ans après, quoi. Ouais, ouais. Et là, je me retrouve, voilà, enfermée dans un fort pour la formation. J'y passe 10 années. Je suis rentrée en jeune fille, j'en sors en femme. Et, voilà, donc je me retrouve aussi pompée de Paris, en fait. Et j'ai continué le judo parce que j'ai fait du judo militaire. Je pense que c'est grâce aux pompiers qu'aujourd'hui, je suis encore athlète parce que c'est ce qui m'a gardée, en fait, en rythme. Ouais. Parce que c'est un rythme très militarisé, discipliné. Ça m'a gardée dans le haut niveau parce que moi, je pense que les pompiers de Paris, c'est aussi des athlètes de haut niveau, hein. Ils s'entraînent beaucoup, beaucoup. Leur vie, c'est de l'entraînement. Ouais. Ceux qui sont sur le terrain, ils ont des tests, il faut qu'ils soient à fond. Donc, la performance, c'est celle de sauver des vies et puis être performant au travail. Donc, en fait, ça collait très bien au rythme. Donc, c'est ce qui m'a déjà mûri, hein, parce que tu vois des choses pas très gentilles et pas très belles tous les jours. Et j'étais dans un milieu très masculin. Donc, dans la caserne, au départ, j'étais la seule femme dans ma caserne. Donc, forcément, hein, c'est un métier très, très physiquement et mentalement très difficile à tenir le rythme, hein, des gardes de 72 heures. Ça forge. Ça forge énormément, voilà. Et donc, du coup, ouais, c'est aussi une famille, hein. Moi, le pompier, il y a eu des moments très difficiles, mais c'était aussi une famille. Mm. Et bon, bah, tu vois, par rapport à mon parcours, tu sers aussi à la France, en fait. Donc, tu rentres vraiment dans l'armée, quoi. Du Maroc, de plusieurs cultures. Je rentre aussi Clairement. dans l'ordre de la France, en fait. Et devient partie du génie, c'est l'armée de terre. Et donc, du coup, tu sers voilà, quotidiennement en Île-de-France, parce que les pompiers de Paris, et, voilà, essentiellement, ils font le secourisme dans tout ce qui est partie feu et secours à la victime dans l'Île-de-France. Et du coup, bah, voilà, je me retrouve là et je fais l'équipe de France militaire. Donc, je faisais des championnats, les Jeux olympiques militaires, je faisais les Jeux mondiaux, je faisais les championnats du monde, les championnats d'Europe militaires. Mais justement, là, tu dis, faut pas rêver des jeux à 20 ans. Est-ce que c'est vrai qu'au bout de 3 ans seulement, tu as eu ta ceinture noire? Oui, voilà. En fait, je pense que mon entraîneur, il a eu raison à l'époque. Il m'a pas appris à faire du judo. Il m'a appris à être une combattante. Ouais. Lui, tout de suite, il a vu que j'étais une combattante. Il s'est pas attardé à m'apprendre tous les détails du judo. Il m'a appris à être, parce que c'est différent, hein. Il m'a pas appris à être une championne de kata, hein, de comprendre. Il m'a dit comment ça se passe un randori, comment ça se passe un combat. Ça se passe comme ça pour gagner, pour me mettre dans le dos, il faut être un combattant. Donc, je pense qu'il m'a appris tout de suite à être une combattante. Et en fait, t'inquiète pas, le judo, tu l'apprendras sur le tas. Donc, c'est vrai que mon judo est un peu physique. Et donc, du coup, bah, je pense que c'est pour ça qu'il m'a pas fait perdre de temps. Donc, c'est vrai qu'au bout de 3 ans, je passe mes katas, donc la ceinture noire. Incroyable. Et je fais le championnat de France. Je me rappelle, j'avais fait le pied du podium mon premier championnat de France après 3 ans de judo. C'était incroyable, en fait, avec des filles qui sont dans le circuit depuis très, très longtemps. J'avais battu la championne de France en titre de l'année dernière, au deuxième tour. Ouais, c'était incroyable. J'étais toujours. C'est fou, parce que j'ai déjà rentré chez les pompiers à l'époque. Et puis voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin, voilà, un petit femme de chemin, s'il y a cette expression, pourquoi on dirait petit bonhomme de chemin. Je me retrouve, voilà, à un moment donné, que mon rêve, il commence à être encore là, en fait. Je Mm. me rends compte qu'au bout de 5 6 ans, tu vois, des pompiers, je commence à demander à être en bureau sport, donc je suis plus dans les camions, Mm. plus secours à victimes ni feu, je demande à être au bureau sport.
Ça a été accepté pour que je puisse plus m'entraîner et je continue en fait à m'entraîner. En fait. Et du coup, dans ta caserne, là, quand tu as commencé dans ta caserne, comme tu l'as dit, tu étais la seule femme parmi 105 garçons. J'ai vu ça. Il y avait 105 garçons et tu étais la seule femme. Donc, sûrement, tu as dû essuyer les plâtres au début et tu as prouvé avec le temps et les tests de la planche chaque matin, ça j'ai vu, que tu avais clairement ta place chez les pompiers. J'ai l'impression, après peut-être je me trompe, j'ai l'impression que c'est le même schéma de ton arrivée en France qui se reproduit. Tu te retrouves dans un environnement qui ne t'était pas destiné a priori, mais auquel tu vas bien t'intégrer au final. Comment tu t'es senti à ton arrivée chez les pompiers? Est-ce que vraiment accueilli à bras ouverts ou c'est qui c'est cet ovni? Pourquoi elle vient alors qu'on est qu'entre hommes? Moi, je pense que il y a deux paradoxes. Je pense que où j'étais énormément appréciée, où j'étais pas du tout appréciée. Il n'y avait pas de juste milieu avec eux. Je pense qu'avec du recul, peut-être qu'au début, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais pas, maintenant je suis en dehors de ça et qu'avec du recul, je comprends mieux les choses. Hmm. Je pense que il y avait, dans le corps d'armée, il faut savoir qu'il y a la Légion étrangère et les pompiers de Paris où il n'y avait pas encore de femmes. Parce que la Légion étrangère, ils vont directement sur mission. Et les pompiers à Paris, eh ben, ils sont aussi en mission tout le temps. Donc les femmes dans les bureaux ou peut-être les infirmières, tout ça, mais aller au feu, il n'y en avait pas encore. Ce que j'ai pris en fait en compte que c'était misogyne, tout ça, moi je pense que c'était autre chose, c'était la protection de la femme. Ils pouvaient pas accepter en fait d'avoir une femme mort au feu. Ouais. Ils acceptaient pas de voir une femme en fait monter au camion et vivre tout ça. Donc tout ce que j'avais pris à l'époque comme misogyne et de rejet, aujourd'hui je le vois différemment parce que j'ai compris certaines choses avec du recul. Pour eux, déjà parce que bah, une femme c'est un métier. Hein. Moi, j'étais athlète de niveau enfin, physique, tout ça, c'était dur psychologiquement pour moi et physiquement. Et je comprends qu'aujourd'hui, bah, par exemple, on est dans un immeuble, mon collègue, il peut faire 90 kilos, je suis obligée de le sortir, donc c'est un binôme dissociable, donc il faut qu'il me fasse confiance. Ouais. Donc c'est aussi une question de confiance et aussi, ils ne veulent pas en fait qu'une femme, c'est plutôt le contraire que d'être misogyne, ils ne veulent pas qu'une femme soit abîmée en fait. Ok. Et donc c'est pour ça qu'ils préfèrent être entre eux. Et avec du recul et maturité que je vous dis ça à 38 ans. Je pense qu'à l'époque, j'étais en guérilla, c'est des misogynes, nanani. Et je pense que la plupart, en fait, quand tu les prends un à un et que tu essaies de comprendre pourquoi il y a ce rejet, je pense que c'est souvent ça qui ressort. Ils ne veulent pas voir une femme galérer. Après, j'ai été acceptée. Je pense que niveau sportif, comme j'étais vraiment au top, donc et ça se passait bien avec certains, vraiment. Et du coup, là, ton parcours est tellement, disons, atypique que ça a suscité l'intérêt de la télé. Tu es suivi dans un reportage qui te filme au quotidien pour en faire une émission. On y voit une Asma déterminée, force, tranquille, et qui découvre du coup les hauts et les bas du métier. Et il y a une séquence qui a retenu particulièrement mon attention. Tes collègues avaient du mal à communiquer avec une victime qui ne parlait pas français, mais arabe. Et là, showtime, tu prends les devants, tu dis à tes collègues que tu parles couramment la langue et tu arrives à savoir ce que la victime avait. Est-ce que du coup, cette double culture t'a aidé à d'autres moments que celui-là en tant que pompier, je parle, que ce soit la langue, l'état d'esprit ou autre? Ah oui, c'est vrai. Putain, ouais, je me souviens, je me souviens. Je me souviens exactement quelle était l'intervention. Ouais, forcément. Donc, oui, après, si j'ai des victimes qui ne parlent pas français et que bah, forcément, ça parlait anglais, donc je prenais toujours des devants. Il n'y avait pas beaucoup qui parlaient anglais dans la caserne. Et si bah, c'était arabe, forcément, je me mettais en avant pour pouvoir aider. Et c'est vrai que bah, voilà, c'est là que j'explique souvent à mes collègues, voilà, la richesse des doubles cultures. Et voilà, ça peut aider aussi dans le métier. Ouais. Parce que voilà, nous, on est des secouristes, on ne se demande pas qui est en face de nous, on a des humains et il faut qu'on soit opérationnel. Hein. Mm. D'ailleurs, voilà, c'est le code moral du sapeur-pompier. Hein. Je veux ne connaître ni ta religion, ni ta philosophie, ni ta couleur de peau. Hein. La seule chose que je veux, c'est te secourir. Mm. Et donc, du coup, là, voilà, le fait de me sentir, d'avoir cette double culture, et bah, je sais que ça m'a beaucoup aidé dans les interventions pour comprendre certaines choses sur des personnes qui ne parlaient pas la langue. Et je sais que mes collègues aussi, bah, ils aimaient bien cette richesse-là parce que ça les aidait. Donc ils se rendent compte que bah, c'est une richesse en fait. Un atout en plus. 2 ans après ton arrivée, du coup, chez les pompiers de Paris, à 24 ans donc, tu fais une sorte de choix cornélien. Tu en as un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à
à ton transfert, enfin ta demande de transfert, c'est toi qui prends les devants, ta demande de transfert à l'état-major. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, comment ça s'est fait? Bah, à un moment donné, oui, j'étais un peu usée, clairement, et j'avais envie d'avoir un peu plus une vie plus athlète, où j'avais envie de plus m'entraîner. Puis j'avais pas fait le tour, mais je pensais que, bah, en fait, on fait des interventions beaucoup moins. Donc, bah, j'étais à l'état-major pour faire du sport, en fait, tout simplement, un peu plus de sport. Donc, j'étais dans un bureau sport. Et c'est pas encore là où je quitte les sapeurs-pompiers, hein, Mhm. pour Ouais, le ouais, et je n'étais pas marocaine, parce qu'il faut savoir, moi, d'origine, je suis sénégalaise d'origine, parce que mon papa est sénégalais. ouais. Je suis naturalisée française, Mhm. et ma nationalité marocaine, c'est la troisième. Ouais, ouais, Et c'est pas que le coup, c'est la troisième. Je suis française avant d'être marocaine au niveau papier, niveau passeport. ouais, ouais, Enfin, avant, c'est par la maman, c'était compliqué. Donc, ouais. c'était, voilà, mon père est sénégalais. Donc, je pense que cette loi, je ne sais plus quelle année elle était mise, où les mamans elles pouvaient donner la nationalité aux enfants. Donc, c'est pas si vieux que ça, hein, peut-être plus de 10 ans. Et donc, du coup, bah, j'ai eu, bah, voilà, je suis née au Maroc, ma maman est marocaine. Donc, par la suite, quand j'ai commencé à faire le tour, 10 ans chez les sapeurs-pompiers, je me suis dit, bon, écoute, tu as aussi cette porte, parce que l'équipe de France, c'est compliqué, hein. On est dans une structure où en France, c'est comme si des gens qui ont des diplômes et depuis longtemps, et quand je rentre sans diplôme, j'arrive, je suis autodidacte, laissez-moi ma chance, je suis déjà 29 ans, jamais ils vont me fermer la porte. Ouais. Je dois être forte et c'est compliqué, j'allais me battre. C'était le meilleur choix que je pense que j'ai fait à ce moment-là. Mm. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais. En plus de ça, je pense que c'est une évidence, en fait. C'est le destin, je crois beaucoup, hein. C'est que ça devait se faire comme ça, en fait. Et du coup, bah, j'appelle ma mère et je lui dis, bah, écoute, maman, fais-moi les papiers, j'ai envie de combattre pour le Maroc. Et elle me dit, ouais, non, mais la première chose, elle me dit, t'es pompier de Paris, ça suffit avec ton. Elle me dit, ça suffit avec ton sport. Donc là, vraiment, là, du coup, c'est ça la richesse de la chose, c'est que tu évolues en jeune avec l'équipe de France, donc tu es française. L'équipe marocaine vient de toquer à ta porte pour porter ses couleurs. Heureusement pour nous, les Marocains, tu acceptes. On l'a dit au début, tu as également des origines, comment dire, sénégalaises. Et là, tu en parles avec légèreté, avec du recul, j'imagine, mais j'imagine que ça a été plutôt difficile de faire ce choix. C'est pas un choix disons, qui te rend moins sénégalaise ou moins française, loin de là. C'est les trois. Mais j'ai l'impression que c'était difficile. Mais qu'est-ce qui a vraiment pesé dans la balance? Comment d'un jour à l'autre, tu t'es dit, allez, c'est bon, j'ai représenté la France pendant 10 ans chez les pompiers de Paris. Maintenant, je me consacre à mon autre pays qui est le Maroc. Je veux représenter le Maroc. Qu'est-ce qui a vraiment pesé dans la balance? J'ai même pas réfléchi en réalité, comme si c'était une évidence. Ok. Vraiment. C'est à un moment donné, j'ai vu que, en fait, la chance, je pense aux métis, les gens métis, et je vois ça souvent, des amis ou voilà, des gens qui sont complètement d'une culture différente, ils se sentent bien partout. C'est vrai que nous, des fois, on est rejetés partout parce qu'on n'est pas à 100% partout, sauf que nous, on se sent bien, mais vraiment partout. C'est-à-dire que voilà, moi je suis arrivée en France, je me suis pas posé la question. Voilà, j'étais militaire pour la France, je me suis pas, j'ai toujours mes origines qui sont là, mais bon, tu te sens aussi français Mm. parce que c'est comme ça. Donc je me sentais plus française qu'un autre qui est d'origine, puisque je portais quand même le drapeau français Bien sûr. et que c'est quelque chose au pays, donc je suis autant française que lui. Donc je me suis jamais posé la question de dire qu'il est plus français que moi, sachant que je rendais service à la nation. Mhm. Je me suis jamais posé cette question-là, légitimité de dire qui est français ou pas. Je me suis jamais posé cette question, à vrai dire. Peut-être qu'eux se la posaient, mais moi, je me suis jamais posé. Donc, j'ai toujours été bien dans mes baskets. Je pense que c'est ça qui est bien. Mm. Et ben, marocaine, ben, pas le choix, hein. Je suis née là-bas et ma maman est marocaine. Donc, qu'ils le veuille ou pas, moi, je suis marocaine, quoi. Et je me sens bien au Maroc. Et voilà, et que je parle d'Alija et que tout va bien. Et voilà, arabe d'Alija, je suis là. Et bah, sénégalaise, bah, complètement, hein. J'ai mon nom et qui le sera tout à vie, hein. Nyang, il n'y a pas plus sénégalais. Et voilà, sénégalaise. Donc, je suis en train d'un peu d'apprendre le Wolof tout doucement. Donc, en fait, en réalité, tu te sens un peu vraiment partout. Tu te sens bien partout. Sauf que moi, je me suis dit, ben, c'est voilà, maintenant, j'avais fait le tour chez les pompiers. Je me suis dit, bon, bah, écoute, pourquoi tu vas pas tenter ta chance? Et en plus de ça, voilà, c'est le pays de ta maman. T'es né là-bas et c'est comme un destin. Tu reviens. Tu reviens où tu es né. Tu vois, tu vas, voilà, la boucle est, tu vois, c'est incroyable, quoi. Donc, tu vas revenir avec tout ce parcours, revenir et défendre les couleurs du Maroc.
Donc, je ne me suis pas posé la question et à 29 ans, et tout le monde m'a pris pour une folle parce que je Ouais, quitte quand même une retraite, je quitte une structure, je quitte quand même tout le monde, même des gens au Maroc me disent mais t'es pompier de Paris, il y a des gens qui partent pour... Et là ils me disent tu laisses tout ta métier et ton salaire et tu retournes au Maroc et je suis partie pour 0 € au départ, je laisse tout tomber, mais vraiment tout, ouais, pour ça en fait, vraiment. Et les gens ils se rendent pas compte, mais c'est une décision qui... Et moi j'ai toujours dit, il y a une phrase que j'ai toujours en tête d'ailleurs, et qui dit prendre des décisions exceptionnelles pour en fait un résultat exceptionnel. C'est-à-dire que si tu veux une vie exceptionnelle, il faut toujours prendre on va dire des décisions exceptionnelles. mm, Voilà, vie exceptionnelle, résultat exceptionnel. Donc moi, la décision, il faut qu'elle soit à la hauteur de ce que je voulais faire. c'est Donc ça. les jeux, c'était une décision de dire je laisse tomber un métier, tout ce qui est sécurité, entre guillemets, tu pars et tu vois ce que tu vas faire. J'avais un peu d'économie, j'ai dit on voit. Et j'ai pris voilà, la nationalité, j'ai commencé à faire des compètes. Je dis pas que c'était facile, c'était difficile au début parce que voilà, je partais dans un peu, voilà, je savais pas trop comment ça allait se passer. Mais honnêtement, j'ai sauté voilà, j'ai sauté quoi. C'était à refaire, je le refais sans problème. J'ai sauté et puis grâce à ça, je suis devenue le meilleur palmarès du judo Ouais. marocain. J'ai fait des choses exceptionnelles quoi. Enfin, je suis arrivée, je pensais même pas arriver à tout ça en fait. Et du coup, comme tu dis, donc, une fois que tu prends la nationalité marocaine et que tu prends un vrai risque et tu fais un vrai choix, commence alors ton parcours en équipe nationale. Et là, vraiment, tu rafles tout. Tu es numéro 1 au classement africain, 5 fois championne d'Afrique, médaillé aux Jeux panarabes, aux Jeux méditerranéens, 8 fois médaillé au Grand Prix, dont 2 victoires. Et enfin, une médaille de bronze en Grand Slam. Tu as participé au JO de Rio en 2016 et tu participeras à ceux de Tokyo. C'est, comme tu l'as dit, vraiment, clairement le meilleur palmarès du judo marocain. Déjà, un grand bravo. Et j'aimerais revenir sur quelques-unes de ces victoires-là dont j'ai parlé, et notamment celle du Grand Prix de Düsseldorf en 2014. Je sais qu'elle t'est chère, où vraiment pour la première fois, l'or est marocain. Tu peux nous raconter un peu tes impressions et surtout ta sensation quand tu entends l'hymne national avec le drapeau qui flotte au-dessus de grandes nations du judo? Bah en fait, ce jour-là, je sais que cette compétition, ça reste toujours un ancrage pour moi. Ouais, Je ne m'étais même pas posé la question si je gagnais ou pas. Je partais match par match. J'étais ici maintenant ce moment, je faisais mon match, chaque match. Je pris des filles très très fortes, la coréenne. Voilà. Je me retrouve en finale et en fait cette journée, c'est comme on dit à un athlète quand il est dans le flow, il n'est même pas capable de dire ce qui s'est passé dans la journée parce qu'il ouais, le vit. ouais, Généralement, quand on raconte trop, c'est qu'on est à l'extérieur et mais là, quand on est dans le flow, on est vraiment dans le moment même, quoi. ouais, Et ouais. du coup, on se rend même pas compte de ce qui se passe jusqu'à qu'on gagne. Et puis, je gagne ce moment-là. Et en fait, je me rappelle, on était en Allemagne et il y avait des Marocains qui étaient venus comme ça pour regarder dans le public et tout. Et en fait, on n'avait pas notre drapeau parce qu'ils n'étaient pas habitués. Donc, ils devaient aller chercher notre drapeau et tout. Et je me rappelle, il était froissé le truc. Ils l'ont mis pour le mettre. Ils avaient mis du temps pour mettre notre drapeau. Ils avaient du mal à le trouver. Et voilà, l'hymne national, il monte. C'est vrai que c'était une émotion parce que je me rappelle, il y avait un arbitre qui avait pleuré, marocain et Carrément. tout. C'est la première fois, ouais, ouais, il avait des larmes aux yeux, je me souviens, à l'hymne, parce que c'est la première fois qu'il l'entend à ce niveau-là. Mm. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose hein, de gagner de Soldov. C'est vraiment un moment qui m'a beaucoup touchée. Et sur le moment, je m'en suis pas rendu compte, mais je me dis quand même, voilà, j'ai apporté ça au pays, quoi. J'ai pas fait tant de sacrifices. Voilà, Ça paye. ouais, ça paye, quoi, d'avoir fait tout ça, en fait, de tous ces moments pas forcément de doute, mais de sacrifice et voilà, et d'abnégation et de persévérance, et que ça allait être là, en fait. Et donc, du coup, ouais, quand le drapeau il monte, c'était vraiment un moment magique. Donc, à l'époque, j'étais montée 5 6e mondial, 5e mondial après de Soldov. Et là, j'avais fait une belle tournée. Après, j'avais gagné, j'avais fait une tournée asiatique où je fais 2 en Chine, 3 en Corée. J'étais partie toute seule en plus, sans coach, sans personne. J'ai fait une tournée à moi toute seule en Asie. J'avais tout raflé, quoi, la petite Marocaine qui partait faire ses compètes. Et voilà, et je montrais à tous ces pays-là où jamais les drapeaux sont montés, quoi. Et donc voilà, j'étais fière que bah, enfin, le drapeau marocain, il monte en Chine, en Corée. Voilà, c'était quelque chose pour moi, en fait. Tu ouvres des portes. Donc, 4 ans après Düsseldorf, donc en 2018, tu remportes le Grand Prix d'Agadir
en battant la vice-championne du monde à ce moment-là, devant ton public cette fois. Comment tu as vécu cette victoire à domicile? Est-ce qu'elle avait une saveur en particulier? Il y avait une ambiance, tu peux nous raconter? Oui, forcément, forcément, parce que moi, en fait, je fais 2 fois pied du podium au championnat du monde Ouais, de demi. Là, c'était un moment très difficile pour moi. Et donc, du coup, moi, au début, je disais toujours, Rio, c'est un rêve d'enfant, et moi, je pensais pas que j'allais avoir le rêve de grand aujourd'hui de Tokyo. Je devais arrêter après Rio. J'ai 4 ans, je me suis dit, bon. En fait, si tout le monde voulait arrêter à ma place, en fait, moi, je n'avais jamais rien décidé. Tout le monde me dit, bah, après Rio, de toute façon, fin de carrière, tout ça, donc je les laissais parler, et puis ils m'ont fait un peu croire que c'était fini. Moi, je fais, bah, laissez-moi faire encore une année, et puis je vois que je suis le pied du podium en championnat du monde, je suis encore dans le top. Et je suis, ah, il fait encore une année pour moi, je me retrouve ici à 38 ans. Pour l'instant, là, je suis la seule qualifiée là, dans le top 18. J'espère qu'il y aura d'autres, il y aura des Marocains, là, il leur reste un championnat d'Afrique pour qu'on puisse vivre l'expérience ensemble à Tokyo. Et je me dis, bah voilà, je suis encore dans le coup, quoi. Enfin, alhamdoulilah, enfin, dans le sens où je pense que ce qui me garde à 38 ans encore là, je pense que je suis un peu une enfant, moi. J'ai un peu beaucoup de rêves, en fait, et je suis toujours sur le tapis. Souvent, les athlètes qui sont en fin de carrière, c'est plus qu'ils ont plus envie d'apprendre, mais l'information, en fait, c'est pas forcément ils apprennent, c'est qu'ils ont plus envie d'apprendre. En fait, à un moment donné, ça y est, c'est pas qu'ils en peuvent plus. Il y a plus, ça y est, c'est terminé. Ils sont arrivés dans une période où ils ont tellement été structurés, sport-études, tout ça et tout, que moi, j'arrive à 29 ans dans le haut niveau. ouais, c'est ça. En vrai, je suis arrivé junior, en fait. En vrai. En gros, je suis une junior qui a fait son Olympiade, quoi. C'est une carrière à l'envers. Et j'étais une enfant. À 29 ans, c'est vrai, j'étais une enfant, je découvrais le haut niveau, tata. Et donc, du coup, on me dit après 4 ans, c'est fini. Je suis, quel fini? Ouais, mais Tu vois, non. c'est fini. Alors, tout le monde, critère, 30, ouais, 38 ans, c'est impossible, tu vas jusqu'à Tokyo. Bah, laissez-moi, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, mon entraîneur, il me dit, moi, quand je suis sur le tapis, j'aime bien apprendre, quoi. J'ai Ben j'ai oui. des yeux d'enfant. Et puis, je pense aussi que niveau santé physique, pour tenir, je pense éviter les blessures. Moi, déjà, parce que je me suis beaucoup forgée et puis pris beaucoup de formations pour voir comment le corps humain fonctionne, et que pour éviter les blessures, j'ai une grande discipline, et je suis très, très stricte sur mon mode de vie. Et surtout, je pense que c'est ça, c'est juste ça, c'est en fait préserver des blessures, en fait, apprendre à tout l'univers de la récup, et de s'entraîner intelligemment, quoi, le smart training. Ouais. Et je peux m'entraîner maintenant comme si j'avais 20 ans, je m'entraîne, je veux dire, intelligemment, avec beaucoup de C'est la temps. passion qui parle. Là, regarde, là par exemple, tu as participé au Grand Prix, enfin à l'Open de Marrakech, à celui d'Agadir. Tu remportes la victoire à Agadir. J'aimerais juste savoir, toi, quel est l'impact espéré de ces victoires, de ces participations-là, sur la jeunesse qui te regarde comme ça devant, qui te voit gagner des médailles pour le Maroc. Donc, quel est l'impact espéré, selon toi, sur la jeunesse d'un côté et sur les fédérations, les autorités de l'autre, de voir comme ça une Marocaine qui vraiment représente le Maroc au niveau mondial. Toi, qu'est-ce que tu espères derrière tout ça? Alors moi, je dis toujours la même chose. Enfin, moi, je suis très très heureuse que le Maroc organise des choses. Ouais, Franchement, c'est très bien, que ce soit dans le continent africain, le Maroc, c'est top. Sauf que moi, je suis plus sur avant, je dirais avant qu'on organise, j'aimerais limite qu'il y a beaucoup plus de structure. mm, C'est-à-dire dans le sens, beaucoup plus de sport-études. Aujourd'hui, dans les sports olympiques, il n'y a pas beaucoup de sport-études, donc ça commence à venir, mais bon, on est quand même en 2021, et on est déjà, je pense, en retard pour 2024. ouais. Donc, créer beaucoup plus de doubles projets pour les athlètes. Et je suis beaucoup plus sur structurer vraiment donc, que ça soit dans le judo, dans tous les sports, structurer vraiment les piliers de la performance, en fait. Dans le pilier Mm. de la performance, c'est la technique, tactique, prépa physique, prépa mentale, tout l'univers des piliers, et ce qu'un athlète a besoin pour parfait. Et miser sur du long. Et moi, je pense qu'au Maroc, il faut qu'on prenne le risque de miser 10 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas miser 2 mois ou 3 mois avant les Jeux, ou 1 an ou 2 ans, comme on a l'habitude de le faire. Ouais. C'est vraiment miser sur du long, sur des jeunes. C'est-à-dire que préparer. Aujourd'hui, j'ai le double projet. Je m'occupais de certains athlètes. Mm. Et à 15 ans, ils les préparent pour Paris. Et ça, c'était il y a 2, 3 ans. Ouais. Donc, imaginez, ils préparent 10 ans avant des athlètes pour des Jeux. Et c'est ça pour arriver en fait voilà, à avoir des athlètes performants
pendant les Jeux Olympiques. Et moi, je suis beaucoup vraiment sur les moyens humains et de mettre en place pour que l'athlète en fait se sente en sécurité et se sente en confiance pour pouvoir combattre. Et surtout là, dans les sports de combat, il a besoin beaucoup de confiance. Je suis beaucoup plus sur ça que forcément créer beaucoup de compétitions. Ouais. Parce qu'on peut créer des compétitions et si derrière c'est un peu creux, qu'on n'a pas assez de qualifiés et c'est que c'est pas structuré, s'il y a à choisir, je mettrais moins de budget sur des organisations dans le pays, mais par contre tout ce budget-là, je le mets sur l'éducation de l'athlète, toute la structure. Et moi, je sais qu'aujourd'hui le sport, je pense que ça va devenir, c'est l'insertion par le sport. Le Ouais. sport, c'est quelque chose qui est juste extraordinaire. Enfin voilà, ça fait partie du monde, le sport, que ça soit politique. Enfin, et les man, on est des guerriers pacifiques. Hein. Moi, je Ouais. pense vraiment qu'au niveau des athlètes, on est vraiment des guerriers pacifiques. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a le sport, sinon il y aurait plus de guerres. Je dis toujours que nos égos des pays font des compètes pour montrer qui est le plus fort. Sinon, aujourd'hui, on serait encore plus en guerre. Donc, je trouve que le sport, c'est qui véhicule quelque chose de paix et de joie les émotions dans le sport, je les retrouverai plus jamais ailleurs. Enfin, Mm. c'est quelque chose de juste magique. Tous les pays, on est en pause quand même des pays qui sont forcément un peu en guerre ou quoi que ce soit. Quand on se retrouve dans le même endroit, il n'y a ni religion, ni couleur, voilà, on est tous pareils, on est dans l'amour du kimono, on est tous ensemble Mm. et voilà, et tout le reste n'existe pas et on a tous la même passion et que je trouve que c'est fédérateur. Enfin, le sport, c'est juste génial. Et donc, du coup, je pense pour l'insertion dans les pays africains, surtout au Maroc, je pense que de miser sur le sport, il y a des pays qui ont réussi à miser sur le sport et ça marche. Ouais. Et j'en suis persuadée. Et moi, je pense vraiment que c'est pour un monde meilleur et pour un monde vraiment le sport, de miser là-dessus, ça forge des hommes, en fait, avec un grand H, bien sûr. Bien sûr. Et moi, je pense que miser là-dessus, c'est primordial. Une nation qui mise sur le sport, pour moi, elle a tout compris. Et je le vois encore, hein, et j'en suis plus que persuadée. Plus je creuse le sujet, je trouve que miser sur le sport, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il faut plutôt engager un travail de fond plutôt que des... Ouais, Complètement. clairement. Non, moi, je suis pour ça. Et moi, de toute façon, mon âme, elle part pour l'Afrique. Hein. J'ai toujours envie de mon expérience, comme je dis toujours, hein, l'expérience. J'ai appris des choses que je n'apprendrai jamais sur des bancs de l'université. Hein. Ouais. Avec tous mes diplômes, hein, l'expérience, c'est quelque chose qui est juste extraordinaire. J'ai beaucoup appris dans mon périple, même dans des moments de doute et de difficulté, et de voyage, de partir toute seule, comme je suis un peu une athlète atypique. Donc, et encore, je vais dire un truc, hein, moi, Inch'Allah, j'ai ma médaille et je dis que c'est la plus belle récompense que je puisse avoir, cette médaille-là, mais je dis toujours que mon expérience, elle vaut toutes les médailles du monde. Ce Ouais. que j'ai appris de mon parcours, ça vaut, c'est quelque chose qui m'appartient, c'est un savoir-faire, c'est toute mon histoire et ce que je vais redonner. Et en fait, un athlète de niveau, c'est bien parce qu'il gagne tout ça, mais moi, je pense aussi, qu'est-ce qu'un champion après? Qu'est-ce qu'il peut redonner? Le témoin. Et moi, je pense que on peut pas être un champion si on n'a pas le témoin par la suite. Ouais. Donc, déjà, on inspire. Je sais très bien qu'en montant sur le podium, j'inspire, c'est une chose, c'est indirect. Mais après, quand on redescend du podium, ok, on a inspiré quelque temps, mais après, en redescendant du podium, le témoin, il va être donné. Et moi, j'ai envie de donner vraiment, de pouvoir redonner ça à l'Afrique. Parce que c'est une mission que je me suis dit après ma carrière, c'est une certitude. J'ai envie d'apporter mon expertise et voilà, et mon savoir au continent, en fait, ça, c'est une Mm. certitude. Donc aujourd'hui, là, tu vis en France, tu t'entraînes avec ton club en France, pendant que le reste de l'équipe nationale marocaine s'entraîne au Maroc. Les moyens sont limités, on le sait. Tu n'as pas un staff, disons, attitré comme tes concurrentes, alors même que tu fais partie vraiment des top mondiales. Comment tu fais pour gérer ce manque de moyens seul? Ben, je le cache pas, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Ouais. Après, je pense que l'avantage que j'ai eu, c'est que j'étais un peu un loup solitaire. On dit pas un loup solitaire, je veux dire une louve solitaire, dans le sens où des fois je suis un peu l'architecte et le maçon. Mm. Donc, je me suis un peu gérée comme une sport pro, en fait, dans le sens où j'essaie d'avoir un staff comme je peux ici, d'aller un petit peu piocher des infos de comment je peux m'améliorer un peu partout. C'est vrai que c'est pas évident tous les jours, donc
j'essaie vraiment d'aller un peu dans des pays. Aujourd'hui, avec le Covid, là, je suis en train de vivre des moments très, très difficiles pour ma prépa, je ne le cache pas. Mais bon, tout ça, ça me forge. Moi, j'y crois vraiment que je peux faire une très belle chose sur une journée dans un combat. Il faut juste que je sois bien aussi dans ma tête. Et puis aussi, je me dis que ça devient difficile parce que forcément, vous savez, je vais imager quand on monte une montagne. En bas, il fait beau des fois il fait pas beau, mais plus on monte, plus on manque d'oxygène. C'est-à-dire, plus on va vers le sommet, Ouais. les coups, je me dis que c'est toujours le sommet. Et puis là, je suis dans la partie où je manque d'oxygène, et ce qui est normal, hein, je suis à moins de 90 jours. Et que la tête qui te dit qu'il est en cool et que tout va bien, la vie, elle est belle, c'est que je pense pas que ça soit vrai. Celui justement qui prétend vouloir une médaille, je ne pense pas qu'aujourd'hui il respire, c'est qu'il est dans le moment de doute, il est dans la partie manque d'oxygène. Ouais. Et c'est normal. C'est pour n'importe quel athlète qui prétend avoir quelque chose de gros. C'est à 90 jours, il y a des doutes, il y a des moments difficiles, il y a des peut-être pépins physiques, vraiment, on est dans un mood, il faut le vivre pour le comprendre quand on est athlète. Donc là, moi, je pense que je suis dans la période où je manque un peu d'oxygène, mais je sais que. Mais par contre, l'avantage que j'ai par rapport à tous ces autres athlètes, c'est que moi, j'ai toujours été en manque d'oxygène souvent dans toute ma carrière. Donc, en vrai, j'ai une apnée beaucoup plus importante que les autres. Et c'est ce que je me dis toujours et c'est ce qui me rassure, en fait. Ouais. Et du coup, justement, à quel point la discipline dont tu fais preuve t'aide à surmonter ces coups de mou-là? Tu t'entraînes seul, 2 fois par jour, donc 20 heures par semaine. Les dojos étaient fermés pendant le confinement. Il y a Ramadan aussi. C'est pas un peu difficile de retrouver ta motivation, justement? En fait, je le dis souvent, la motivation, en fait, elle ne peut pas être 24H Ouais. toute l'année, toute semaine. C'est impossible, ça n'existe pas. Celui qui te dit ça, c'est pas vrai. C'est un vendeur de mensonges, c'est pas vrai. Par contre, moi, la seule chose qui me sauve, et je le dis souvent, c'est ma discipline. Hmm. C'est-à-dire que lorsque la motivation n'est plus là, la discipline prend le dessus. Ça, c'est vraiment une bonne formule. Ça veut dire qu'il faut être discipliné, en fait, à la hauteur de son objectif. Moi, forcément, les jeux, c'est un level très haut. Hmm. Donc, ma discipline, il faut qu'elle soit haute. Si elle n'est pas au même niveau, ça ne va pas fonctionner. Donc, du coup, j'élève ma discipline très haut pour pouvoir qu'elle soit au même niveau de mes objectifs. Et souvent, là, on se met à côté. C'est que des fois, peu importe que ce soit dans le sport, entrepreneuriat, c'est pareil pour tout le monde en vérité, si on met un level très haut dans un objectif, et la partie la plus difficile, c'est la préparation pour ça. Hmm. Donc, on ne met pas une discipline qui va à la hauteur, et c'est pour ça que les gens, ils se plantent, parce qu'ils ne mettent pas ce sacrifice, cette discipline à la même hauteur. Moi, j'arrive à me le faire et c'est la chose qui me sauve le fait, en plus de ça, double peine parce que je suis toute seule. Parce que moi, quand je mets mon réveil, il n'y a personne qui m'attend. Ouais. C'est-à-dire que le matin, il n'y a personne, il n'y a pas mon entraîneur qui me dit: ah, t'es bien, t'es pas là, parce que des moments où tu peux être fatigué et tout. Donc, je suis obligée de me lever et avoir rendez-vous avec moi-même pour aller faire ma séance. Donc du coup, ouais, voilà, j'ai fonctionné comme ça. Et c'est pour ça que je dis aussi. Malgré toutes ces difficultés-là, c'est ce qui m'a forgé en fait. C'est aussi une force, je pense, et c'est aussi une force pour pouvoir leur donner en fait. Je pense que je dis pas ça, mais je sais qu'aujourd'hui, après tout ça, je pourrais bien accompagner. Je sais Ouais. ce que l'athlète vit et je sais que je peux vraiment bien accompagner et au mieux en fait, au plus juste possible, un athlète dans son respect dans son rêve respectif le mieux l'accompagner en fait, parce qu'on n'est que des accompagnants finalement. On Ouais. est coach, on met plein de mots. Bon, finalement, c'est l'athlète qui est entrepreneur et c'est lui et ses choix. On est là juste pour le guider. Et parce on m'a pas su forcément me guider, je sais en fait forcément ce que l'athlète a besoin. Et donc du coup voilà, donc la discipline vraiment, comme je dis toujours, don't break your discipline, ne cassez pas votre discipline, c'est vraiment le secret, même si c'est difficile. Et forcément la motivation elle revient, Ouais. même si on l'a perdu. Tu vois, par exemple, je peux avoir un coup de mou après une compétition, j'ai une défaite. Alors que forcément, quand on a une défaite, une contre-performance, ben forcément, il y a un baisse de motivation qui Ouais. dit: oh, qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça se fait que j'ai perdu? De toute façon, le sport, c'est pas une science. Hmm. On peut être très bien préparé et le jour-là, perdre. Hmm. C'est comme ça, c'est le judo. Et des fois, on est mal préparé et on gagne. C'est le judo, on comprend rien, c'est comme ça. Sauf que bah, après une défaite, forcément, l'athlète
Comme moi, tu vois, je suis diplômée en prépa mentale et on l'explique très très bien. On est dans un level très haut en compétition. Et en fait, lorsqu'on redescend, il y a une chute. En fait, c'est comme il n'y a plus de sérotonine, il n'y a plus d'endorphine. L'athlète, en fait, c'est pour ça qu'on dit souvent la dépression de l'athlète. Une Ouais. petite défaite après carrière, après une grosse compète. Même quand il gagne, il y a des dépressions, il y a une chute d'hormones qui se met et en fait, il n'est pas bien l'athlète. Et donc, forcément, la motivation n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est garder la discipline. C'est-à-dire que, voilà, j'avais rendez-vous, enfin, j'avais ce programme à faire là, tu le fais, tu réfléchis pas. Et quand tu le fais, en fait, c'est pas forcément le faire et t'es en level, c'est le faire avec ce que tu peux. Hmm. C'est vraiment le faire parce que tu dois le faire, en fait. Ouais. Et en fait, quand tu commences à le faire, tu commences à avoir confiance en toi. C'est-à-dire que moi, là où j'ai compris, c'est quand j'ai réussi à faire des choses, la difficulté que j'ai réussi à avoir confiance en moi. C'est-à-dire que je peux compter sur moi. C'est-à-dire que ça me donne confiance. Tu l'as fait Asma, tu étais réveillée, tu l'as fait, ah bah tu as confiance en toi. Donc ça me fait gagner de la confiance énormément de pouvoir, ben, de m'avoir promis quelque chose, je le fais. Et souvent, des gens qui n'ont pas confiance en eux, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est un travail avec nous-mêmes. C'est parce que quand on se promet des choses, on fait des choses, on est déçu. Parce qu'on Hmm. ne l'a pas fait, la confiance, elle ne vient plus. Donc c'est vraiment un travail très personnel et très interne. C'est être discipliné avec soi-même, ça donne la confiance. Ouais. Et ça n'a pas de prix. Et donc, du coup, moi, je commence à avoir beaucoup confiance en moi parce que je me suis beaucoup disciplinée. Voilà, et la motivation, elle revient. Et à un moment donné, voilà, c'est comme le beau temps. Je me dis toujours, ouais, voilà, en ce moment, c'est la neige, il pleut. En ce moment, je te le dis, là, je suis en train de faire le podcast, mais je suis en pleine tempête. Là, on dirait pas, mais je suis vraiment dans le dur. Je suis en pleine tempête pour plein de raisons. Et donc, du coup, bah, là, je sais, la seule chose que je garde ma discipline, je m'entraîne. Tout le monde pense que ça va bien, donc, mais je continue. J'attends juste qu'il y ait un petit soleil de printemps qui arrive et le soleil arrivera bientôt. Mais là, voilà, je suis un peu en pleine tempête et je me dis que c'est normal. Et du coup, là, en parlant de discipline, j'ai juste une question. Là, je sais que tu as banni le sucre, tu as banni la viande rouge. Comment tu fais du coup pour résister aux tagines et aux gâteaux marocains? Non, après banni, c'est un grand mot, mais après, c'est l'excès qui est dangereux. Voilà, c'est vraiment bah, le sucre blanc, je mange pas beaucoup, beaucoup. Déjà de base, la viande rouge, c'est pas ça n'a jamais été une viande que j'ai appréciée de base. Et puis, il faut savoir que voilà, j'ai 38 ans et que je trouve que toujours des parades pour être en forme, en fait. Et Hmm. je pense que c'est mon secret à 38 ans de tenir le coup physiquement, quand même, parce que j'ai quand même 10 ans de pompier, même si j'ai pas autant de haut niveau, mais Hmm. en réalité, si je suis là je charbonne depuis très très longtemps et j'ai fait aussi d'autres sports et tout ça, donc je suis là depuis longtemps en fait. Et donc du coup, faut que je tienne le coup, voilà, en forme quoi, et sans pépin physique, parce que je me dis toujours quand tu te blesses, t'es loin des tatamis. Si t'es loin des tatamis, tu peux pas progresser. C'est Le ça. but, c'est sur les tatamis pour progresser. L'athlète qui est pas, il ne progresse pas parce qu'il est en dehors. Donc moi je me suis dit, il faut tout le temps que je reste sur les tatamis. Comment faire pour rester sur les tatamis? Et donc, du coup, bah, j'ai trouvé plein de choses. Donc, l'alimentation, c'est quelque chose. Moi, je dis toujours, on est ce qu'on mange. Donc, si tu manges bien, bah, même ton esprit, hein, quand tu manges bien, bah, tu as des meilleures pensées. Hein. Et la nourriture, c'est quelque chose qui est très, très primordial. Hein. C'est pour ça que je dis toujours, on est ce qu'on mange. Donc, voilà, un athlète de niveau, il doit se discipliner beaucoup, beaucoup sur son alimentation, ce qui est normal, hein. Ouais. Sur son repos, voilà, sur son sommeil sur tout l'univers de son bien-être et puis de s'entourer des gens positifs, c'est aussi, hein, on se dit toujours on est des super-héros, mais aussi on est des gens très fragiles. Hmm. Les athlètes de niveau, c'est des êtres très très fragiles. Hein. Et si on va creuser, même des grands champions qui ont des décimales, tout ça, hein, des Nadal, tout ça, on creuse dans leur vie, ils sont très très fragiles. Ouais. Un athlète, c'est très 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 fragile et très fort à la fois. Là, tu as 20 ans et 18 ans d'expérience maintenant, comme tu dis. Euh, Ouais, on sait que la carrière d'un sportif est relativement courte. je- Franchement, peu de sportifs peuvent assumer une longévité comme la tienne. Est-ce que tu peux, du coup, tu l'as évoqué, mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus des projets que tu as en parallèle? Bien sûr, bah après, moi, même quand je suis partie pour le Maroc, j'ai toujours eu ma boîte de coaching. Donc voilà, j'ai toujours coaché. J'aime cet univers-là, en fait, ça sera tout le temps. Donc, je suis en train de faire aussi une formation en psychologie du sport sur 2 ans. J'ai eu mon DU en psychologie du sport prépa mentale.
J'ai fait un PPNR en préparation physique nutrition et je suis quelqu'un de curieux, très, Mm. très curieux. Je passe ma vie à creuser des sujets sur on va dire, le bien-être, en fait, le bien-être d'un athlète, le bien-être tout simplement, en fait. Comment générer une performance Parce que forcément, lorsqu'on veut générer une performance, il va y avoir un déséquilibre parce que être athlète de haut niveau, c'est pas du sport santé, il faut le savoir. Mm. Faire du sport de haut niveau, il faut, je le répète souvent, c'est pas du sport santé. C'est quelque chose qui est très contraignant pour le corps. Mm. C'est-à-dire que le corps, il est souvent en feu. Si j'image, je suis pompier, le corps il est en feu, il faut toujours éteindre le feu. Et donc, pour éteindre le feu, il y a plein de protocoles, comme je disais tout à l'heure, hein, tout l'univers de la nutrition, tout l'univers de la récup. Et, euh, et de descendre le stress. Parce que forcément, quand on a trop de stress, trop de cortisol, donc ça génère beaucoup d'inflammation, bon, voilà, sans rentrer dans les détails. Donc moi, tout ça, voilà, c'est des choses où, comme j'étais toute seule, donc pas forcément des fois sans kiné, forcément sans... Donc je me suis en fait mis dans plein de métiers pour comprendre. Ouais. Donc voilà, des fois, voilà, sur place, j'ai appris à strapper parce que j'avais pas de kiné, donc j'ai appris plein de choses. Comme je suis un peu isolée, pas trop de staff, donc voilà, je creuse beaucoup le sujet pour pouvoir être voilà, de remplacer ça. Je n'ai pas le choix en fait. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai ça, j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que il y a des athlètes qui sont tellement parrainés, enfin, ils ont tout. Donc, derrière, en fait, c'est compliqué en fin de carrière et c'est pour ça qu'ils sont un peu perdus, des fois, les athlètes, parce qu'ils ils ont Ouais. été tellement chapeautés que je dis pas qu'ils connaissent rien, mais c'est vrai que dans la vraie vie, ils sont un peu perdus. Mm. Voilà, moi, c'est dans les 4 piliers, moi, j'aime bien l'aspect mental. Donc, Ouais. un secteur que je continuerai à travailler. J'ai des projets, j'ai vraiment des projets avec mon formateur de créer une école de psychologie en Maroc parce que je trouve que l'aspect psychologique au Maroc, il n'est pas si poussé que ça. Mm. Le quatrième pilier mental, on ne l'exploite pas assez parce que je pense vraiment que ça fait partie intégrante des piliers, hein. Si on travaille, par exemple, sans physique, et ben, le mental aussi, ça se travaille. Ouais. Et ça, j'ai une plus que convaincue en voyant ma carrière, hein. Ça m'a beaucoup manqué à certains moments, et donc j'ai creusé le sujet. Et aujourd'hui, j'y étudie. Donc, on a vraiment un gros projet de pouvoir ouvrir cette structure-là. Toujours dans le sport, psychologie du sport, du coup. Non, pas forcément là. Ah, ok, plus globalement. Ok. Dans la psychologie, parce que là, vraiment, je suis partie dans freudienne et tout. Donc là, c'est vraiment, je suis même psychanalyste sur moi. Donc, ouais, pour pas faire de transfert, ouais, bien sûr. Si, donc dans la psychologie, tout simplement. Très bien. Là, je voulais te parler d'autres choses que le judo. Je sais que tu adores voyager. Enfin, tu en parles très souvent en tout cas. Tu dis que tu as fait plus de 60 pays dans le monde. C'est Mm. incroyable. J'ai cru comprendre que déjà enfant aussi, tu allais au Moyen-Orient, Dubaï, Koweït, tout ça. Tu continues maintenant à voyager, même en période de Covid. J'ai vu que tu étais en Ouzbékistan dernièrement. Qu'est-ce que tu recherches vraiment dans un voyage et à quel point tu penses que ça contribue à vraiment forger ton identité? Alors, c'est vrai que le voyage, moi, c'est quelque chose de magique, hein. J'ai toujours voyagé, hein, même au-delà du sport. Moi, en fait, je pense que, encore tout à l'heure, je disais métis. En fait, j'ai l'impression qu'au-delà de mes 3 cultures, je pense que la chance d'avoir déjà des 3 cultures différentes, en fait, ça t'ouvre des portes et en fait, je me sens moi bien partout. Bah, je me souviens, j'étais partie en Inde pour les Jeux mondiaux militaires, j'étais restée 3 semaines et je me suis sentie indienne, carrément, quoi. Franchement, en fait, le fait enfin, c'est bizarre, hein, c'est quelque chose de très, comme si on avait, parce que dans le sens, moi, je suis marocaine, mais tu sens le truc, t'es pas 100% marocain, tu sais, hein, il y a des trucs des fois, j'ai eu des trucs où je sentais que tu vas au Sénégal, forcément, tu vas en France, bah, t'es une immigrée. Donc, en fait, on t'a jamais vraiment accueilli les bras ouverts 100%, t'es comme eux à 100%. Donc, du coup, tu te détaches de tout ça et tu te dis, bah, finalement, moi, je suis partout, quoi. Citoyenne du monde. Voilà, avec les Japonais, je me sens bien. Enfin, je me sens bien vraiment partout. Et donc, et je pense que c'est ça la richesse d'être métisse, en fait. Tu vois, plusieurs cultures, tu te détaches, en fait, à 100% Ouais, de quelque part et tu t'ouvres, en fait. Et en fait, du coup, je me rappelle, j'étais partie en Mongolie, j'étais chez l'habit, enfin, c'était magique, quoi. c'est trop Je bien. me sens bien partout. Vraiment, c'est ça où je dis la richesse du sport, parce que vraiment,
j'ai fait des voyages juste extraordinaires et je me suis sentie vraiment bien partout. Il n'y a pas vraiment un pays. À chaque fois, on me pose la question, quel est le pays? Honnêtement, il y a des trésors partout. Oui. J'ai trouvé vraiment des trésors, mais dans des pays insoupçonnables. En Slovénie, j'ai découvert en montagne. Enfin, partout, il y a quelque chose de magique. Donc, pour moi, il n'y a pas un pays plus beau qu'un autre. Ça, c'est Ouais. des bêtises. C'est où tu trouves des gens extraordinaires, où tu trouves des endroits extraordinaires. Enfin, il y a toujours un trésor. Je dis toujours, dans chaque pays, il y a un trésor. Et donc, du coup, les prochaines échéances pour toi, c'est les championnats du monde. Et juste après, c'est JO. Dans 2 semaines, je fais la Russie. Je fais le Grand Chelem de Russie. Trop bien. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je sais que pour les JO, tu vises haut. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Oh, bah là, vous savez, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que le jour J, que je sois ici, maintenant et ce moment. Et Ouais. quand je suis ici, maintenant, ce moment, moi, il n'y a rien qui peut. Voilà, je suis un monstre sur le tapis, quoi. Comme je dis souvent, quand je gagne, je fais le signe du phénix. Et voilà, je suis un phénix géant. Et en fait, je vais jusqu'au bout, en fait, quand je suis concentrée et que j'ai ce flow-là. Donc, qu'on me souhaite d'avoir le flow. Et, et voilà, et de prendre un plaisir dans chaque combat pour aller chercher la plus belle des médailles, Inch'Allah. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Franchement, merci beaucoup, Asma. C'était très inspirant. C'était un vrai plaisir. Et du coup, je te dis au revoir et peut-être à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Plus 212. Abonnez-vous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. À bientôt.